fidèles au rendez-vous, je suis ravie d'être avec vous dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Succès d'Afrique. Êtes-vous prêts pour de nouvelles aventures? C'est parti! 3 août 2015, 3 août 2016. Dans quelques jours, le magazine Les Succès d'Afrique soufflera sa première bougie. Pour annoncer l'événement, nous démarrons la série de nos best-of de la saison qui s'achève avec la success story de King Messa. Le roi de la musique togolaise s'est confié à nous. Suivez plutôt. Bonjour, je suis King Messa, je suis un artiste africain. Je viens de la province du Togo parce que je considère le continent comme un pays. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique de chez moi, la musique qui me représente. La musique, quand je monte sur scène, qu'on sait que je viens d'ici, je suis de là. Et puis voilà, et j'adore ce que je fais. Mon père fait partie des artistes qui m'ont vraiment inspiré. La preuve, je ne peux pas commencer à citer le nom des artistes. Je fais comme quel artiste aujourd'hui, quoi. Je fais comme un artiste peut-être que vous ne connaissez pas. J'ai pris une partie de mon père, je l'ai ajouté avec mon corps, avec ma façon de voir aussi les choses. Mon père m'a inspiré tout petit. À la maison avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. C'est lui qui animait les soirées avec les contes, avec les chansons. Donc j'ai appris par là. D'habitude, je dis, je n'ai pas fait le choix de faire la musique. C'est plutôt la musique qui m'a choisi dans ma famille parce que nous sommes 6, il y a 3 filles, 3 garçons et je suis le seul qui fait la musique. Voilà, donc je n'ai pas fait un choix. King, c'est pas un signe astrologique, je suis né le 12 août, donc je suis lion de signe. Donc le nom King est venu par là. Sinon Messa, je suis le 3e garçon de ma famille. Dans notre famille, le 3e garçon s'appelle Messa, automatiquement. Je suis le 3e garçon et mon autre famille aussi c'est Messa. Donc vraiment sur mes papiers c'est Messa Ayaovi. Ayaovi ça veut dire je suis né un jeudi. Ne me demande pas mon nom français parce que je n'en ai même pas. Je suis parti de chez moi, j'avais pas 20 ans. Hein. Okay. J'avais juste l'argent qui me permet de partir, mais pas de revenir, parce que je suis sûr que pour le retour, je trouverai ça ailleurs. Écoute, j'ai fait la Côte d'Ivoire d'abord, après j'ai fait Danemark, j'ai fait Allemagne, après Allemagne, je suis parti au Japon. Au Japon, je suis resté en France pour 10 ans. Et c'était pas facile comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui garde, je ne joue pas avec les mots difficiles, quoi. Tout ce qui est difficile pour moi, ça sort sur un autre chemin que j'adore, que j'apprécie. J'avais tapé toutes les portes d'avoir un producteur. Ce n'est pas ma voix qui les embêtait. Pour eux, j'avais une belle voix. Mais de l'autre côté, c'est ma musique qui les embêtait un peu. Parce que les gens voulaient, par contre, que je fasse la musique qu'eux, ils veulent. Or, je suis quelqu'un qui fait mon lit comme je me couche. Je n'ai pas envie, je ne suis pas né pour satisfaire les autres. Je dois satisfaire les autres, mais je dois quand même commencer par moi-même aussi. Tu vois, je suis désolé de dire ça, c'est pas que je suis égoïste. Mais quelqu'un qui a la joie, il donne la joie. Quelqu'un qui a de l'argent, il donne l'argent. Donc d'abord, il faut que moi-même je sois heureux pour rendre les gens heureux. Pour ça, ma musique n'était pas du tout facile au départ. Quand tu parles de la musique togolaise, les gens disent c'est quelle musique, c'est Agbadia, c'est Kamou et tout. Et je me suis dit, c'est la musique là que j'ai envie de faire. C'est cette musique-là que j'ai envie de promouvoir. Et aussi, je dis que ce n'est pas Johnny Hallyday ni Michael Jackson qui va venir chanter Agbadia ni Kamou pour moi. Donc, c'était un peu ça à mon début. Ceci, mais c'est une chanson traditionnelle de ma maman. Ça vient de Oumakor, ça vient du Bénin. Et ma mère chantait ceci, mais ça c'est plus traditionnel. Et moi j'ai fait j'ai compris aussi la philosophie que on nous dit d'aller à l'école pour être riche. Je ne sais pas ce qu'on me disait avant. Il faut faire tant pour ça. Mais après on a compris que non, c'est un don. Ça c'est écrit sur notre vie. Si Dieu ne t'a pas donné la richesse, on ne gagne pas la richesse parce qu'on a été à l'école. On a vu des gens qui ont bac plus tout ce que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui ils sont sous émigrants, il y a d'autres qui galèrent, qui ne peuvent même pas, qui ne trouvent même pas à manger matin, midi, soir. Et après j'ai compris que non, c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on devient riche, que la richesse c'est un don, c'est Dieu qui donne. Et je suis d'accord avec cette philosophie-là. Et c'est pourquoi j'ai essayé de rechanter cette chanson traditionnelle. Et j'ai essayé de moderniser un peu ça pour que ça passe un peu dans les oreilles de ceux qui ne comprennent pas vraiment notre langue, quoi, voilà un peu ça. Pour la religion, je suis un grand croyant. Je crois en Dieu. Vous savez, il y a un seul Dieu, il y a beaucoup de gens. Il y a un seul Dieu, mais le gros problème qu'il y a aujourd'hui, les musulmans ils passent par Mahomet pour parler à Dieu. Les chrétiens ils passent par le Christ. Les gens de chez moi par exemple, je parle de la tradition de chez moi, les gens passent par Vodou pour parler à Dieu. Vous savez, il y a un seul Dieu. Et les gens ils se battent parce que celui-là il est musulman, celui-là il est chrétien. Pour moi je pense qu'on est karma à côté de la réalité. Moi je suis un grand croyant de l'amour, je suis un grand croyant du respect à l'autre. Et puis je peux vous dire que
Il y a une seule religion aujourd'hui sur cette terre, aime-toi toi-même, aime ton prochain, accepte les autres comme ils sont. Je ne veux pas vous dire que je suis chrétien, je ne veux pas vous dire que je suis tant, je suis l'autre, je suis musulman, mais j'ai une grande considération pour l'homme. Je respecte l'homme et je respecte Dieu qui nous a créés. J'ai perdu mon père, j'avais 13 ans. Donc je sais ce que c'est quand on nous dit qu'on nous renvoie de l'école parce qu'il faut faire l'écolage par exemple. Avec tous ces problèmes qu'on a rencontrés, je me suis dit que c'est important aussi de retourner aujourd'hui l'ascenseur. Donc ça fait déjà 10 ans que mon orphelinat existe, quoi. Donc, et puis je pense aussi que rester les bras croisés pour dire que l'Afrique ça ne va pas, je suis d'accord que ça ne peut jamais aller par contre, mais que tout le monde essaye d'apporter quelques briques à la construction du continent. Je pense que c'est ma façon aussi à moi de remercier Dieu, de retourner aussi l'ascenseur. Donc quand je vois les enfants comme ça dans la rue, les enfants qui n'ont pas de parents, qui ne peuvent pas aller à l'école, je sais ce que c'est. Je me suis dit, pour notre propre sécurité, c'est important d'apporter quelque chose à ces enfants-là. Voilà. Ma mère est béninoise. Donc toute la famille de ma mère se trouve au Bénin. Donc ma mère s'est mariée avec mon père ici. Mais quand papa est décédé, c'était pas facile pour la vieille elle seule. Mais écoute, ça m'a donné encore plus le courage aujourd'hui de l'aimer plus, quoi. Parce que je pense, on n'est pas mère parce qu'on a fait des enfants. On est mère parce qu'on joue le rôle d'une mère dans la vie de son enfant. Et sincèrement, ma mère a joué son rôle. Pour ça, je l'aime, je l'adore. Les projets, ça ne manque pas, c'est quelque chose de tous les jours. Et en plus, il ne faut pas oublier que mon premier album est sorti en 1996, donc nous sommes en 2016. Je fête mes 20 ans de carrière cette année. Il y a un festival qui se lance ici dans peu de temps. C'est pourquoi il y a déjà ce travail-là ici. Et puis après le festival, il y a une tournée. Je fais une tournée du sud jusqu'au nord dans les orphelinats pour rencontrer les autres orphelinats aussi, discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut aussi apporter à ces enfants-là aussi. Mais le reste, que Dieu nous prête vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais écoute, il faut que Dieu décide, quoi, voilà. J'avais fait une émission en France où la question c'était, c'est quand le grand rêve de King Messa de faire un grand concert au Zénith. Zénith, la salle, la plus grande salle, l'une des plus grandes salles à Paris. Et je dis, mon plus grand rêve, ça ne va pas un rêve qui va se réaliser en France. Ça va plutôt se réaliser chez moi, dans mon pays, de faire un grand concert au stade, d'avoir tous les Togolais devant moi, d'entendre une chanson et de les voir tous chanter avec moi. C'était un moment comme ça. Et c'était fait, et puis voilà, c'est un rêve qui a été réalisé, quoi. On ne voit jamais un king sans chapeau dans mon pays d'où je viens. Un roi ou bien un chef porte toujours un chapeau. Les gens derrière leur tête, ils disent qu'il met quelque chose derrière son chapeau et tout. Attends, il faut que les gens arrêtent. C'est comme on me dit que le prêtre a quelque chose. J'ai pas envie de répéter, quoi. Donc moi, qu'est-ce que je vais cacher? J'adore porter le chapeau quand je suis tout petit. Et en plus, le no king, j'essaie de jouer un peu mon rôle en tant qu'un king. Donc ça fait que tout le temps, j'ai un chapeau sur ma tête. Je sais pas pourquoi ça dérange les gens, mais si ça les dérange, j'ai rien à foutre. Il faut que ça les dérange. Dans la vie, il faut choquer un peu les gens aussi. Mais je pense tout simplement que je suis dans mon rôle, quoi. C'est juste ça. Ça n'apporte rien. J'ai tellement entendu des choses sur mon histoire de chapeau que ça m'embête même pas, quoi. Pour ça, j'ai encore des... Les gens me font encore beaucoup de cadeaux de chapeau, donc je le porte tout le temps. Voilà. Les choses qui me font mal sont pas les choses que je néglige vite, que j'oublie vite, quoi. Juste pour avancer, quoi. Donc quand on me pose la question de parler de mes moments difficiles et tout ça, si je dis que je n'en ai pas, les gens pensent que c'est pour jouer, mais en vérité, je ne les considère pas, je ne les garde pas. On dit chez nous, quelqu'un qui est sage ne fait pas rentrer les gens dans sa sagesse. Par contre, il peut accompagner les gens jusqu'au seuil de leur sagesse à eux, quoi. Il y a une seule chose aujourd'hui que les parents doivent apporter à leurs enfants, d'abord c'est l'amour. Pourquoi je parle de ça tout de suite? Parce que il faut qu'on les aide eux-mêmes à devenir eux-mêmes. Et on nous dit souvent dans la vie que vouloir c'est pouvoir. On nous dit souvent que vouloir c'est pouvoir, mais si tu jettes bien un coup d'œil sur la chose, c'est plutôt la foi qui est pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent plus à s'accrocher vraiment. Si ça brûle un peu, on laisse. On se dit c'est dur, c'est pas facile, c'est dur, c'est dur. Il faut que les jeunes africains aujourd'hui arrivent à enlever le mot dur dans leur tête aussi, à croire ce qu'ils veulent faire, de ne pas copier, d'être eux-mêmes.
de se ressembler à eux-mêmes d'abord. C'est la première des choses à faire. Et après, quand on s'accroche à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a en Afrique, c'est un peu ça. On pense que toutes les choses qui viennent d'ailleurs sont meilleures. Non, nous avons tout en nous. Comme j'ai l'habitude de dire, à un moment donné dans ma vie, je pensais que mon père et ma mère, non, c'était mon père et ma mère qui représentaient ma vie pour moi. À un moment donné, eux, ils m'ont éduqué, ils m'ont donné une éducation à mettre plutôt ma vie dans la main de Dieu. Et après, Dieu m'a redonné ma vie pour que je sois le père de ma vie. C'est ça qu'on dit dans notre langue. On dit, dans ma langue, on appelle l'homme Agbeton. Agbeton, ça veut dire tu es le père Agbeton, le père de la vie. Mais tu n'es pas le père de la vie totalement, mais tu es le père de ta vie. Ce n'est pas la vie qui va jouer avec toi, c'est plutôt à toi de jouer avec la vie, parce que tu es son père. Mais ceux qui se laissent vous dire, ah, la vie est comme ça, j'accepte comme ça, tu n'arriveras jamais avec des propos comme ça. Donc il est temps aujourd'hui que ces jeunes se disent, je suis le maître de ma vie, je gère ma vie, je suis moi-même. Donc à ce moment-là, on a la foi pour continuer ce travail-là. Donc devenu comme moi, je ne pense pas, je suis seul et je partirai seul, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont prendre eux-mêmes leur propre chemin, mais avec la foi, avec le courage, avec le travail dur, de ne pas baisser les bras, parce que souvent on dit, oui, je suis orphelin de père, je suis orphelin de mère, je n'ai pas une grande famille. Donc les gens, déjà avec des mots comme ça, ce sont des mots qui te retardent, qui te donnent pas le courage à avancer. Donc il faut que les jeunes se disent aujourd'hui, avec ou sans, il faut que j'y arrive. On dit chez nous aussi que c'est sur les rings qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut qu'on continue le combat. Voilà. Cette semaine, nous partons à la découverte du secret du cacao togolais. Ce pays qui ne figure pas parmi les grands producteurs de cacao est pourtant courtisé par de grandes firmes. Le cacao togolais est réputé pour sa qualité. Les acteurs de cette réussite vivent-ils du fruit de leur travail? La réponse est la première partie de ce grand reportage que nous avons réalisé pour vous. Le Togo n'est pas un géant parmi les producteurs de cacao sur le plan mondial. Cependant, le cacao de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest ne cesse de glaner des reconnaissances à l'international. Quel est le secret de la qualité du cacao togolais? Qui sont les artisans de cette belle réussite? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons décidé de suivre Eric et Cyril. Ils sont respectivement présidents de l'Association des transformateurs du café et du cacao au Togo et secrétaire exécutif du CICC, le Conseil interprofessionnel des filières café-cacao, une structure qui regroupe les producteurs, les acheteurs, exportateurs, ainsi que les transformateurs du café et du cacao. Ils remontent la chaîne de production du cacao togolais. Eric et Cyril arrivent à Kounou, un village situé au nord-ouest de Lomé, dans la préfecture d'Akébo, et dont le chef-lieu est Badou. C'est une préfecture qui couvre 70% de la production nationale de cacao. C'est ici à Kounou que se trouve le siège de l'Union des producteurs de cacao d'Atiemaoué, une union de producteurs de café et de cacao célèbre pour la culture du cacao biologique et équitable. Elle regroupe 1990 familles productrices de cacao et exploite 1476 hectares. L'une des particularités de l'Union d'Atiemaoué est sa certification biologique et équitable acquise depuis 2012. L'utilisation des engrais chimiques et pesticides sont prohibés dans les champs bio. Depuis 2010, tous les champs de la localité ont subi 3 années de conversion qui ont permis de débarrasser ces derniers des produits chimiques qui s'y trouvaient. Direction Ayagba, un petit village situé à une trentaine de kilomètres de Kounou. L'équipe rencontre les cacaoculteurs de la localité qui les conduit dans une plantation. Objectif, découvrir le mode de traitement individuel du cacao. Adani Komi produit essentiellement du cacao hybride. Après la récolte des cabosses, Adani choisit un lit de fermentation. Il trie les cabosses et met à part celles qui sont attaquées.
Ils cassent les cabosses à l'aide de bâtons. L'usage des objets tranchants pour cette opération est déconseillé car des fèves blessées deviennent une porte d'entrée pour les moisissures. Les feuilles de bananier sont ensuite trouées pour faciliter l'écoulement des liquides. Pour obtenir la fermentation des fèves, elles seront recouvertes de feuilles de palmier. Après 2 jours, il reviendra ouvrir les feuilles, malaxer les fèves et enlever le placenta. Cette opération sera répétée jusqu'au 7e jour où les fèves seront ramassées pour le séchage. Deuxième jour du périple, l'équipe quitte Kougnao à l'aube. Direction Danigan. Il faut en moyenne 3 heures pour allier cette nouvelle destination. La coopérative de Danigan compte 105 familles productrices de cacao. Elle intervient dans la réalisation des principaux projets de développement de la localité, à l'instar de cette école communautaire. Ici, les producteurs de cacao ont leur méthode propre à eux pour garantir la qualité de leur cacao. Pour en savoir davantage, l'équipe visite une plantation. Polygame avec 2 femmes et 7 enfants, Bolide Yao exploite 5 hectares avec sa famille. Eric est curieux de savoir davantage sur les variétés cultivées. Ok, est-ce que vous savez la différence entre l'amelonado et l'hybride? Oui, l'amelonado, bon, ça produit une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Oui, mais bon, les hybrides là, c'est continuel. Il n'y a pas une saison en tant que telle. Oui. Donc, tout le temps, il y a toujours des cabosses là. Sur les... Oui. Et par rapport à l'hybride, qu'est-ce qui est plus économique? Bon, comme les hybrides, bon, ça ne finit pas là. Vous aimez plus? Oui, on aime ces derniers temps-là, c'est ça qu'on aime plus. Eric en déduit là que les cacaoculteurs ne connaissent pas grand-chose de la variété Amelonado, pourtant très prisée des grandes firmes de production de chocolat. Cyril tente de leur expliquer la particularité de cette variété. Quand vous prenez la cabosse de Amelonado, la variété Amelonado, généralement le goût n'est pas équilibré. La cabosse a un aspect un peu petit et plus ou moins arrondi. Donc, voilà l'aspect physique de la cabosse. Maintenant, quand vous ouvrez, vous allez voir que les fèves sont petites et le rachis central est court, il n'est pas long. Mais les fèves sont nombreuses sur le rachis. Alors que nous voulons que les fèves soient grosses pour qu'on ait un bon grainage. Puisque le grainage est entre 85 et 90 fèves au 100 grammes donne plus de chocolat à l'usine en transformation. Seulement, les fèves ont un arôme naturel qui n'existe pas au niveau de l'hybride. Et cet arôme naturel est souvent amer. Donc, il y a l'amertume quand on mange le chocolat fait à base de cacao Amelonado. C'est un peu acide aussi, non? Oui, c'est un peu acide. Maintenant, quand on fait, disons, la fermentation correctement, le pH, c'est-à-dire l'acidité, est constant. Donc, avec Amelonado. Okay. Donc, c'est ça qui fait que le goût amer est gardé, même après la fermentation. Okay. Quand nous vérifions aussi dans le tas de cacao qui sont exportés par le Togo, votre région
fait partie de ceux-là qui donnent la meilleure qualité. Le Togo, par exemple, ne produit pas beaucoup de cacao par rapport au Ghana, ni par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça, vous savez. Maintenant, si vous allez sur un marché et il y a Ghana et il y a Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce marché-là? Non. On va vous écraser. Est-ce que vous voyez? Parce que vous courez derrière le volume, mais il y a des gens qui font 1000 fois ce que vous faites. Il y a un planteur en Côte d'Ivoire dont sa seule plantation ramasse tout le tonnage du Togo. C'est-à-dire, vous avez aussi une raison d'être d'aller sur le marché pour dire, nous, on a un produit. Et ce produit, c'est Amelanodo. Est-ce que vous voyez? Maintenant, notre prière, c'est que à partir de cet instant-là, nous vous appelons à faire un séchage, c'est-à-dire une fermentation séparée, un séchage séparé, jusqu'à la production, c'est-à-dire jusqu'à la codification du sac, tout ça, d'Amelanodo à part, et aussi des hybrides à part. Ok? C'est-à-dire que vous pouvez chercher un marché spécial pour Amelanodo, et nous appelons cela le cacao d'excellence. Ce n'est pas le cacao de volume, mais c'est le cacao de qualité. Et parce que c'est qualité, vous trouverez toujours des gens qui vont l'acheter. Retour au siège de la coopérative de Danigan. Ici, ce sont les fèves fraîches qui sont vendues, contrairement à la pratique courante en la matière. Cette démarche permet à la coopérative de contrôler la fermentation et le séchage des fèves, étape très importante pour obtenir un produit de qualité. Les fèves fraîches ramenées des champs sont pesées. Puis versées dans les caissons. Pour démarrer la fermentation, les fèves sont recouvertes de feuilles de bananier et de sacs de jute. 2 jours après, à la même heure, les producteurs reviennent malaxer les fèves et leur changent de caisson. Cette opération dure 7 jours. Les fèves fermentées sont ensuite placées sur des aires de séchage. Elles sont plusieurs fois malaxées pour éviter qu'elles ne se collent. Le séchage dure 15 jours. Les fèves seront plus tard mises dans des sacs de jus. Direction Palimé. Eric nous fait visiter Choco Togo, sa coopérative de fabrication de chocolat. C'est la première structure togolaise de transformation sur place de cacao national. Pour obtenir son chocolat bio, Choco Togo utilise les fèves d'Atiemaoui ainsi que des ingrédients purement locaux. Retour à Lomé. Eric a rendez-vous à la direction du conditionnement et de la métrologie légale. Ici, le contrôle de la qualité du cacao est strict. Pour avoir un bon chocolat, nous avons la classification Good Fermented, c'est-à-dire le cacao bien fermenté. On tolère jusqu'à 5% de fèves non fermentées, minimum 5%. Et pour le cacao de qualité courante, on peut affecter jusqu'à 10% de fèves non fermentées. Mais au-delà de cela, c'est du cacao ajouté au feu. Cette expertise est pratiquement unique. Donc, et ça a favorisé en fait la qualité. Le fait qu'on n'est pas gros producteur, nous avons fait l'effort de privilégier la qualité pour cibler bien entendu le marché de niche. Donc c'est l'avantage du Togo. Et c'est pour ça que dans toutes les organisations internationales, dans tous les événements internationaux, le Togo se positionne toujours parmi les leaders. Nous avons la chance, même en fait il y a seulement 2 ans, le Togo, à travers une modeste personne, a présidé l'Organisation mondiale du cacao, qui est l'instance suprême du cacao, qui regroupe les pays producteurs et les pays consommateurs.
Le Togo était le seul pays africain présent au Salon international de chocolat de Bruxelles, tenu du 5 au 7 février 2016, où il était invité comme pays d'honneur. La qualité du cacao togolais tient à cœur au gouvernement. En 2015, le gouvernement a relancé la production de cacao en offrant plus de 70 000 cabosses aux cacaoculteurs. D'autres actions sont annoncées par les autorités togolaises pour donner au cacao togolais une place plus importante sur le marché international. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre magazine Les Succès d'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés durant l'aventure. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à même chaîne et même heure. L'Afrique, c'est nous.